Salut à tous, bienvenue dans The TV Society. Ici, on parle total vidéo, de la TV linéaire à la CTV, en passant par la vidéo online, et on discute également stratégie marketing. On décrypte les enjeux publicitaires, les contenus et la façon de séduire des annonceurs, mais aussi un public de plus en plus exigeant. Une émission en français dans le son et internationale dans le ton. The TV Society, l'émission Minted, produite par The Society's Media avec le soutien de RMC BFM Ads. Aujourd'hui, nous allons explorer l'hyper-distribution comme accélérateur de performance publicitaire TV. 3 angles de discussion. Comment l'hyper-distribution optimise la portée et la répétition? Quels sont les exemples concrets qui prouvent son efficacité et comment les marques peuvent intégrer cette notion d'hyper-distribution dans leur stratégie média? Pour en débattre, Raphaël Porte de RMC BFM Ads, Jean-Baptiste Rouet de Publicis Media et Anne-Sophie Cruc de Biggie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Michel. Bonjour Raphaël. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Michel. On est réunis aujourd'hui pour parler hyper-distribution en télévision et notamment savoir comment ce nouveau concept d'hyper-distribution en télévision a un impact au niveau publicitaire. Et Raphaël, je vais commencer par toi. Qu'est-ce qu'on entend par ce concept d'hyper-distribution en télévision? Alors, déjà, pour moi, il y a une différence entre, on en a déjà parlé plein de fois, entre le téléviseur et la télévision. Ok, très bien. Le concept auquel moi, qui est en train de prendre une importance énorme, c'est sur le téléviseur. D'ailleurs, c'est là où on a beaucoup de concurrents, on se concurrence tous. Et il faut être distribué sur tous les téléviseurs. Et il y a tellement de moyens aujourd'hui d'accéder aux téléviseurs au travers des box, des télévisions, des plateformes, qu'il faut être présent partout. Parce que ce n'est pas à nous, éditeurs, de choisir comment le client va nous consommer. C'est le client qui va choisir. S'il veut me consommer au travers d'une plateforme ou au travers de MyCanal, de Molotov, de Samsung, c'est toujours la même chose. Donc, il faut être présent partout. Est-ce que tu considères le mobile comme un téléviseur? Je considère comme un écran, mais pas comme un téléviseur. D'accord. Non, voilà. C'est pour ça que je parle de télévision d'un côté et le téléviseur. Le téléviseur, c'est l'écran dans lequel on va retrouver, selon moi, le plus fort engagement, sur lequel il y a du co-viewing. Co-viewing, c'est là où on va tout retrouver. D'accord. Et donc, il faut être présent. Et aujourd'hui, avec l'essor d'Internet, des plateformes, de tout ça, en fait, on doit retrouver des marques programmes, des vraies marques programmes, qui vont être présentes. Et quel que soit l'endroit et la façon dont je vais le retrouver, c'est pas très grave. Donc, il faut impérativement être présent. Et c'est une façon de mettre toutes ces grandes IP présentes sur tous les téléviseurs. Très bien. Merci Raphaël. Anne-Sophie, ta vision du concept d'hyper-distribution? Alors c'est marrant parce que Raphaël effectivement rajoute un filtre. Moi j'allais dire en fait c'est la diffusion d'un contenu sur tous les supports possibles de réception ou de consommation plutôt d'un contenu vidéo essentiellement. Et c'est vrai que une fois qu'on a dit ça, le mobile peut être un support de diffusion, et donc il y a un niveau supplémentaire, je trouve, dans cette hyperdistribution, qui est effectivement de hacker le fameux écran de télévision consommé par le foyer au sein du salon, qui est un peu l'écran, enfin en tout cas l'écran ultra qualitatif avec des scores de mémorisation hyper intéressants et sur lequel tout le monde se bat. D'où cette stratégie, cette multiplateforme, cette guerre de la zapette avec les boutons sur les télécommandes pour faire en sorte qu'effectivement on soit les plus rapides, enfin on soit les plus rapidement accessibles pour diffuser ces contenus. Est-ce que ça veut dire que ce fameux filtre, ou on va dire cette valeur étalon, c'est ce fameux co-viewing dont tu parlais tout à l'heure? Je ne pense pas qu'il y ait que le co-viewing. Je pense qu'il y a un engagement qui est plus important. Je pose des questions pour que ce soit clair en fait, pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient avoir des questions ouvertes au regard de ce que vous dites les uns et les autres. Donc, ok, c'est vraiment l'objet qui rassemble potentiellement la famille. Pour le coup, il y a une taille d'écran, donc assez basiquement. Alors pour les plus historiques comme moi, on se dirait que le cinéma a un score de mémorisation qui est maximal. Ensuite, il y a la télévision et puis il y a les autres formats vidéo, toutes choses étant égales par ailleurs. Mais globalement, c'est sûr qu'un petit format est a priori moins impactant
que quelque chose qui est diffusé plein pot dans un flux qu'on regarde et qui est interrompu par un spot publicitaire. Merci Anne-Sophie. Jean-Baptiste, ta vision du concept de distribution, d'hyper-distribution en télé. En télé. Alors, du coup, je vais être très scolaire parce qu'on parle de la télé en télé, de l'hyperdistribution en télé. Donc, le device, écran télé, le téléviseur. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, et d'abord, effectivement, je vais mettre un petit chiffre dans la discussion, mais aujourd'hui, côté achat, côté annonceur, quand on achète des contenus vidéo in-stream, quel que soit le contenu, hein, que ce soit des plateformes AVOD, SVOD, BVOD, etc., l'essentiel, le plus gros du budget, plus de 50%, ça diffuse en CTV. Sur CTV, que ça soit via la box, derrière le CTV, il y a tout type de connexion. Soit je suis via la box de l'opérateur, soit c'est une télé connectée à Internet simplement, et du coup, je me connecte à une plateforme TF1+, ou sur BFM, ou sur Netflix. Et avec cette notion de plateforme de destination, justement, hein, on entend qu'on allume sa télé, automatiquement, peut-être on va aller sur Netflix. Donc peut-être qu'il y a un sens, effectivement, quand on est un broadcaster, de distribuer ses contenus sur Netflix. En tout cas, aujourd'hui, clairement, les usages font que la CTV, c'est le premier device investi par les marques. Pas par choix, parce que les usages y sont. Et en second, on a le mobile. Alors là, on a vraiment l'opposé en taille d'écran, hein, pour le coup. Donc c'est vrai qu'en termes d'achat et d'efficacité, on en parlera un peu plus tard, mais il y a un vrai sujet entre... l'ordi est très loin, l'ordinateur, c'est 9% des investissements seulement, 7% sur les tablettes. Vous voyez, tout le reste, c'est... la télé, la CTV, c'est 50-55%, et on a le mobile juste derrière. Le mobile, certainement en mobilité, quand on n'est pas chez soi, et quand on est chez soi, on allume sa télé, très clairement. Donc c'est important de savoir comment les audiences consomment les contenus pour justement maximiser ces deals d'hyper-distribution des broadcasters, que ce soit sur le direct, c'est-à-dire il y a un match, je suis à l'extérieur, est-ce que je peux me connecter au direct? Sur BFM, je peux reconnecter le direct, sur TF1, je peux regarder le direct. Est-ce que la distribution soit un Netflix ou un Prime Video, il y aura du direct, plus tous les contenus déportés qu'on va consommer à la demande. Donc tout ça en termes de media planning, après c'est hyper compliqué, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais voilà l'hyper-distribution en télé, c'est vraiment le tout début. Hein. Ah oui, non, c'est clair, mais au moins on s'est mis d'accord sur ce quoi on va parler, donc la notion d'hyper-distribution. Alors après, une fois qu'on a dit ça, qu'on a défini un petit peu les contours de cette notion d'hyper-distribution, c'est quoi les enjeux en termes business et marketing en tant que diffuseur, Raphaël, et après on verra en tant qu'agence média. Pour toi, en tant que diffuseur. En tant que diffuseur, c'est faire rayonner des marques aussi, c'est avoir d'autres promesses éditoriales. Donc on parle d'hyperdistribution, il y a un autre acronyme qui est arrivé, qui sont les FAST, qui sont les chaînes. Une FAST, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de télévision dans laquelle on va relinéariser des contenus qui étaient des contenus de stock. Donc on relinéarise et on peut mettre des ad breaks un petit peu partout, mais l'idée c'est je peux refaire la consommation est linéaire. Il y a plein de gens, on le voit dans les études, on le voit partout, qui passent trop de temps à faire une recherche. Moi, je me souviens d'avoir vu des études qui me disaient la recherche sur Netflix, il y avait quasiment 20% des gens qui abandonnaient pendon la recherche parce que c'était trop long. Ouais. C'est 15 on l'a minutes tous en vécu, moyenne ça, pour je se pense. mettre d'accord sur, quand on est deux, pour se mettre d'accord. Donc c'est un vrai sujet. Et par contre, quand vous avez des belles IP, vous pouvez les distribuer de cette façon-là. On a une IP qui est très connue aujourd'hui, qui est une IP radio en plus, c'est l'Afterfoot. L'Afterfoot, c'est quelque chose qui est beaucoup écouté en radio. On a fait un podcast qui cartonne et on s'est dit, on va le mettre aussi en vidéo. On l'a mis en vidéo, il a cartonné et on l'a remis, on a recréé une chaîne qui s'appelle l'Afterfoot Télévision, qui est en fait une chaîne qui relinéarise tout ça, qui les rediffuse et qui marche très très bien. Donc c'est une façon, l'hyperdistribution et tous les devices qui sont apparus est une façon pour un diffuseur de remettre des IP un petit peu plus présentes. Et TF1 le fait, enfin, c'est des choses qu'on est plusieurs à faire parce que ça fonctionne. Si je veux avoir une chaîne Plus belle la vie, elle existe, j'ai une chaîne Plus belle la vie. Si je veux une chaîne Afterfoot, j'ai une chaîne Afterfoot. C'est des ultra thématiques. Moi, je suis persuadé que les FAST, par exemple, sont les thématiques de demain. Ce que je comprends, c'est que l'hyperdistribution, c'est pas une hyperdistribution en tant que chaîne de télé, mais ça peut être aussi une hyperdistribution en termes de programme lui-même. C'est vrai que de prime abord, on pourrait penser l'hyperdistribution des chaînes sur plusieurs points de contact d'une certaine manière, mais en fait, on va même à un cran au-dessus en ce qui concerne la création, comme tu disais, d'une chaîne de télé en rapport avec un programme comme Afterfoot ou d'autres types de programmes. Donc les enjeux, effectivement, d'un point de vue publicitaire, et je parle notamment en termes de sponsoring pour certains programmes qui sont très suivis, ça peut être effectivement assez intéressant.
D'un point de vue agence média, Anne-Sophie, c'est quoi pour toi les enjeux business et marketing autour de cette hyperdistribution? On va dire que le rôle de l'agence média, c'est d'accompagner les marques annonceurs pour qu'elles rencontrent leur public. Et donc, un des objectifs du recours des formats vidéo, c'est souvent comment je fais pour aller chercher, adresser à un niveau de couverture ma population, en tout cas la population de consommateurs que je vise. Donc ça, en fait, quand on avait quelques acteurs, on agrégait ces différents acteurs, ça faisait une couverture. Aujourd'hui, en fait, l'hyperdistribution, un des challenges assez forts, c'est comment je vais reconsolider cette couverture avec ces contenus qui sont puissants, mais éclatés à plein d'endroits différents, Ouais. avec des techs complètement différentes, avec donc des mesures complètement différentes, des mesures qui ne sont pas forcément comparables, avec une traçabilité de cette consommation qui n'est pas forcément comparable, avec une temporalité qui n'est pas forcément comparable. Donc finalement, il y a un enjeu de replanification, de média planning qui est complètement bouleversé. Et donc, ça amène différents challenges. D'abord, de se repérer dans cette complexité, de tracer, on va rester sur l'exemple des contenus forts, de tracer ces contenus, de tracer leurs audiences, de les reconsolider, de les agréger, et de voir ce que ça donne en termes de performance. C'est souvent supérieur, d'ailleurs, à juste une diffusion linéaire, puisque finalement, la diffusion linéaire se résumer à un canal. Là, on va en chercher plein d'audiences complémentaires. Donc, c'est super. Encore faut-il pouvoir le mesurer. Donc, il y a ce challenge-là. Il y a le challenge de l'efficacité agrégée. Donc, comment je fais pour, sur différents environnements, différentes techs, tout compiler, tout mesurer, m'assurer qu'à la fin, c'était bien ça. Et d'un point de vue plus organisationnel, j'ai des moutons à 5 pattes parce que il faut que j'achète, faut que je sache acheter des contenus, que je sache naviguer dans les technos, etc. Et les mesurer. Donc en fait, il y a énormément de complexités qui se rajoutent. Alors on adore, parce que plus c'est complexe, plus on a besoin de gens pour comprendre, expliquer, détricoter et simplifier cette complexité. Surtout Donc, surtout c'est le propre du métier d'agence et d'agence conseil. Donc, j'ai envie de dire qu'on s'éclate en ce moment. surtout pour expliquer ça aux annonceurs. Exactement. Dans un métier qui bouge beaucoup, et on voit rien que sur l'exercice de la définition d'aujourd'hui que c'est pas si évident que ça. Simple, évident. En plus, comme on aime bien rajouter des acronymes, on s'est mis des petits acronymes, en veux-tu, en voilà. FAST, SVOD, voilà, on sait pas trop quoi. On sait pas trop. Mais en tout cas, c'est passionnant. Alors justement, par rapport à ce que tu dis, il y a aussi un défaut, c'est-à-dire que, si je puis me permettre, cette hyperdistribution, elle amène une complexité au niveau opérationnel pour mettre en place les campagnes, les mesurer et ensuite expliquer. Donc, ce qui veut dire aussi beaucoup d'investissement en tech. Ouais. Ce qu'on appelle, il y a un terme aux États-Unis qui s'appelle, qui est le Frankenstack. Okay. Pour expliquer que trop de stacks technologiques posés les uns sur les autres, fait qu'après on a un monstre qu'on a du mal un peu à contrôler. Et c'est ce sur quoi, je pense, les agences attendent les diffuseurs aussi, et les diffuseurs attendent les techs aussi au tournant pour pouvoir simplifier tout ça. De ton point de vue, Jean-Baptiste, justement, on parlait à l'instant donc Frankenstack, mais aussi de reconsolidation de la couverture, d'efficacité agrégée. Qu'est-ce que ça génère chez toi en termes de réflexion ? Alors, c'est vrai que les annonceurs, on attend comme le Messie, une audience, la mesure de la cross-média vidéo. Voilà. Qui est le sujet de la toute première émission de The TV Society. Très bien. Je confirme que c'est une bonne idée de travailler sur le sujet. Non, en plus, j'ai fait partie des ateliers, avant que le Médiamétrie en part du sujet, on avait pas mal travaillé là-dessus, justement, sur les KPI. C'est quoi la notion de contact, quels sont les standards qu'on va utiliser, adopter. Il y avait énormément de débats entre les acheteurs télé et puis des voix un peu moins rigoureuses sur la qualité du contact. Donc c'était un vrai sujet. Il y a le sujet de la mesure de l'audience, qui est d'autant plus nécessaire, effectivement, que je le disais tout à l'heure, c'est un environnement extrêmement complexe, qui est accessible de plusieurs endroits. Et il faut réussir à reconstruire des audiences cumulées pour les marques. Enfin, l'idée, effectivement, c'est maximiser sa couverture, un bon niveau de répétition pour mesurer l'efficacité sur les ventes ou sur la notoriété, quels que soient les KPI qu'on souhaite avoir. Donc,
le travail, et Médiamétrie a annoncé cette semaine ou la semaine dernière, il y a peu, mais le choix d'audience project. Aujourd'hui, la mesure cross-device, on va dire, des contenus, allez-y, sur les broadcasters. Donc là, aujourd'hui, on a l'audience linéaire plus la consommation sur TF1, M6+, BFM, etc. Donc ça, on a ce chiffre-là, mais effectivement, les usages font qu'il y a des exclusifs Netflix, des exclusifs sur Prime. Quand TF1 fait un deal avec Netflix, ça lui permet, alors je regarde mon chiffre, mais globalement, sur une journée moyenne, donc l'audience moyenne Netflix apporte 4 millions d'utilisateurs uniques en plus, potentiellement au contenu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller les regarder. Oui, c'est un potentiel. Ouais, sur une journée moyenne, hein. On n'est pas au mois. Enfin, du coup, je précise, parce que bien le sûr, chiffre paraît énorme. C'est un peu moins important sur Prime pour France Télévisions, par exemple. Mais clairement, ça permet à une chaîne comme TF1 de faire découvrir ses contenus à plus de 4 millions d'utilisateurs qui n'ont pas l'habitude d'aller sur TF1 et de consommer des contenus. L'enjeu est énorme pour les chaînes de télé de faire cette hyper-distribution, notamment sur des grandes plateformes qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des points de destination. On allume Netflix parce qu'on est peut-être plus séries et films, un peu moins divertissement, journaux, infos. Et là, on va pouvoir découvrir d'autres types de contenus. Donc, c'est hyper important pour les éditeurs, les broadcasters de pouvoir faire ça. Et en revanche, nous, on a un vrai enjeu pour les marques, c'est de reconstituer ces audiences. Donc, on a besoin de la cross. Et après, le deuxième enjeu, ça va être sur l'achat. C'est-à-dire que quand vous distribuez du TF1 qui sera watermarké, mais sur du Netflix, est-ce qu'on va acheter du TF1 ou du Netflix dans les outils d'achat? Oui, c'était le sens de ma question, c'est qu'est-ce qui va se passer en termes... on en verra après. C'est une prochaine question sur effectivement le futur, mais il y a clairement des enjeux sur la monétisation, qui vend quoi. Et techniquement, est-ce que le watermarking va permettre de savoir qu'on a acheté du TF1 sur du Netflix ou pas? C'est des vraies questions, sachant que, mais peut-être ça sera sur l'efficacité, on pourra en reparler tout à l'heure, il y a effectivement ce que l'outil d'audience va nous dire, voilà, tel niveau de répétition et de couverture sur autre que la télé linéaire. Est-ce qu'effectivement c'est ça qu'on va pouvoir acheter? Est-ce qu'il y a des moyens de nous permettre d'acheter, de différencier, et d'acheter le reach que les outils de mesure vont nous indiquer? Et la déduplication là-dessus alors. Tout à fait. Le reach et ça va ensemble. Le reach and frequency. Moi, j'ai une question en termes de business model. On sera quoi en GRP, en CPM? On sera en quoi? Je pose la question naïvement. Alors, si je peux me permettre, GRP, alors coût GRP pour 1000, parce que sinon GRP c'est juste un... Non, oui, pardon, coût GRP, pardon, j'ai pas mis le... Non, mais c'est parce que Mais c'est bien d'être précis. Mais c'est surtout que ça fait débat en fait, et les choses ne sont pas strictement comparables. Moi, j'ai pas la réponse. Je dis juste que si on est juste en CPM, on n'a pas d'indicateur de couverture. Et que pour le coup, un des objectifs des campagnes qui se veulent être mass média, c'est justement d'avoir un niveau de performance étant ici la couverture, sur une cible. Donc, si on veut ça, GRP. Qui peut s'appeler autrement, hein, ça peut être un point de pénétration sur une cible. Hein, si ça met tout le monde d'accord de le dire comme ça, disons-le comme ça, et comme ça enlève le côté GRP daté, ça enlève la notion de coût pour 1000 qui ne dit pas la même chose, et comme ça, on a un point de pénétration sur une cible. Mais si ça, on en a besoin. Quoi qu'on en dise, on a besoin de ça. Est-ce que c'est ça l'unité de monétisation? On verra. Mais aujourd'hui, l'unité de planification des campagnes, c'est un niveau de pénétration sur une cible. Est-ce qu'on est obligé d'en faire un coût GRP qui est le standard de monétisation du marché? C'est une autre question. Mais en tout cas, on a besoin pour planifier d'un niveau de pénétration sur cible. Merci, parce que ça me permet de comprendre que ce n'est pas encore si simple et que le marché n'a pas encore vraiment statué là-dessus. Après, moi, j'ai l'impression qu'on s'est dit les deux. On utilise les deux. On s'est dit les deux. Ouais, on s'est dit les deux, Ok. Pour la raison que c'est un sans délai de fin. C'est pas les mêmes données. Exactement. Ni les mêmes objectifs, en fait, finalement. Il y en a un, c'est la monétisation, l'autre, c'est la planification. Et tu as aussi un enjeu de formation et de culture. Tu as des acheteurs télé, des acheteurs digitaux. Les acheteurs digitaux, ils pensent CPM, ils rêvent CPM. Les acheteurs télé, c'est inversement. Et d'ailleurs, l'audience migrant de plus en plus vers du délinéarisé, ça pose vraiment aussi la question de la formation des acheteurs télé sur ce type d'outils. Quand tu parles de stack qui s'empile. D'autant plus que les équipes sont de plus en plus organisées au sein des agences en multiscreen, et que ça veut dire qu'il y a deux cultures à un moment qui se rencontrent et qui doivent... C'est proche en fait, de plus en plus. Très bien. Non, franchement, encore une fois, quand on fait abstraction des jargons, des métiers des uns des autres, ce qu'on se dit, c'est pour ça que je dis peut-être qu'il faut tuer l'acronyme GRP, qui en plus ne veut pas dire grand-chose.
et être sur un niveau de pénétration sur cible. Et combien j'achète ce niveau de pénétration sur cible avec une logique de canaux qui vont être démultipliés dans le futur. Et c'est ça, en fait, l'exercice qui est compliqué. Si ce truc-là, ça s'appelle un coup de je sais pas quoi, tant mieux. Mais aujourd'hui, on mélange un peu des choses qui sont pas comparables. Donc, on a le GRP d'un côté et on a un indice de monétisation qui s'appelle le coût pour 1000 de l'autre. Mais c'est deux choses qui répondent à des objectifs différents. Et côté diffuseur et régie, c'est un petit peu la même chose. On parle en fait. des multiscreens, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à la fin, un diffuseur, il va vendre surtout un contenu. Donc que le contenu il soit sur du digital, en linéaire, en non linéaire, mon fameux after-foot, ça change rien. Donc en régie, vous allez retrouver des vendeurs, parce qu'il y a des acheteurs, et donc il faut des vendeurs de l'autre côté, qui sont des vendeurs multiscreen, qui savent faire les deux parce que c'est normal. Le contenu, il est liquide, il passe d'un mode à un autre, mais à la fin, nous, diffuseurs, on vend du contenu, on vend de la couverture, etc. Mais surtout, on vend un contenu et on veut des gens qui savent parler du contenu parce que c'est quand même à la fin ce qu'on fait sur cet écran de télévision. Après, il y a un sujet de... Pardon. Non, vas-y. Non, il y a un sujet de contenu et de conditions de diffusion qui sont comparables. Parce que le vrai enjeu pour les diffuseurs et le vrai enjeu pour les annonceurs, c'est d'avoir une monétisation qui est juste, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une cristallisation, enfin, qu'il y a eu des crispations sur ce sujet, parce que il y a un marché de la télévision qui est structuré sur le coût GRP, et il y a un marché du digital qui est structuré autour du coût pour 1000. Mais le coût GRP est plus qualitatif dans son environnement de diffusion, puisque c'est lié à la télévision, et aussi dans sa capacité à adresser un public. Là où de l'autre côté, on a quelque chose qui n'est pas ciblé, alors que le GRP l'est par définition, on a quelque chose qui n'est pas ciblé et on cherche à le comparer. Donc je pense qu'il y a un exercice, comme le dit Raphaël, de reconsolider ces choses-là et de le faire avec des choses qui sont comparables. Et l'écran de télévision, pour revenir au démarrage de notre conversation, les conditions de diffusion sur un écran de télévision sont pas les mêmes que quand je diffuse sur mon mobile, sont pas les mêmes que quand je suis sur un sapin de Noël entouré de plein d'autres choses, etc., etc. Et c'est ça, en fait, qui est complexe à prendre en compte, parce qu'on peut être dans un contexte de diffusion d'un format vidéo, d'être dans cette logique d'hyper-distribution, et pourtant d'avoir des inventaires publicitaires, parce que contenu n'est pas inventaire publicitaire, qui sont très différents. Merci Anne-Sophie pour ces précisions. Non, mais c'était une question que j'avais moi-même, parce que c'est aussi une question que se pose, je ne vais pas dire que je veux être le porte-parole des annonceurs, ce serait très présomptueux. Mais il y a quand même cette question, à un moment, cette démultiplication des points de contact avec des modes de diffusion, un côté digital, de l'autre un linéaire ou autre acronyme télé. Et on se dit, au final, c'est quoi le business model derrière ? On a parlé concept, on a parlé enjeu business et marketing. On était un peu théorique jusqu'à présent. Je vais vous demander maintenant d'être hyper concret à travers cette troisième question. C'est les exemples d'impact de l'hyperdistribution TV sur la performance publicitaire. Raphaël. Alors moi, je vais avoir du mal sur la performance à la fin parce que je ne la mesure pas nécessairement. Moi, ce que je vais mesurer, c'est ce que je vais offrir comme contexte, m'assurer d'être présent. Alors, ça peut être c'est pas forcément une performance marketing, c'est aussi une performance, j'allais dire, en termes de branding et j'allais dire d'environnement pour la marque. Ce qui est important justement dans l'offre qu'on peut faire nous sur de l'hyperdistribution, c'est que on sait que ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on va toucher avec cette distribution sur d'autres plateformes. Sur une Smart TV, par exemple, je vais avoir des gens qui sont plus jeunes. Je crois que la moyenne d'âge, c'est 12 ans de moins. Donc, on a rajeuni la télévision quand on part sur les Smart TV. On est à combien sur la télé quand tu dis 12 ans de moins ? Je crois que la moyenne télévision, c'est 55, 57. Ouais. Et donc, nous, on doit être quand on est sur les Smart TV, on est à 45 ans. Okay. Parce que c'est pas les mêmes usages, c'est pas le même zapping. On va avoir des gens qui sont plus CSP+, parce que c'est eux qui les utilisent. Donc, j'ai pas les mêmes audiences. J'ai des audiences qui sont plus singulières que je vais pouvoir proposer. Donc, je vais pouvoir avoir des choses plus engageantes sur un certain nombre de sujets. Et pour d'autres, je vais passer en pure broadcast. Donc, c'est une promesse qui va être différente, qui doit rentrer dans les outils, parce que c'est vrai que les outils qui recueillent ce type d'informations, mais je vais avoir une efficacité qui va me permettre ça. On a fait un autre truc qui est très rigolo, qui va par rapport à ce que Jean-Baptiste disait sur Netflix. On a mesuré la durée moyenne d'écoute d'un de nos clients sur BFM TV. La durée moyenne d'écoute BFM TV, ça doit être à peu près 25 minutes. Okay. La durée moyenne d'écoute par jour, la durée moyenne d'écoute d'un client BFM TV qui est aussi abonné à une plateforme, que ce soit Prime, Netflix ou autre, c'est 52 minutes.
parce qu'on a changé l'usage. L'usage a changé et il se trouve que quelqu'un dans un foyer il abandonne le Prime, c'est plus du tout son sujet. Il sort de table, il va binger ces 2 séries et après il va se faire son shoot d'information. Et il a le temps, c'est plus la même chose. Donc on s'aperçoit qu'en fait en fonction des contextes, et c'est intéressant pour les agences aussi, il y a un conseil qui va être différent parce que c'est pas la même chose. Merci Raphaël pour ces précisions. De ton côté, Anne-Sophie, est-ce que tu as des exemples de campagnes qui ont été, entre guillemets, boostées par cette hyper-distribution? En fait, c'est plus une question. Enfin, alors, j'ai du mal à définir performance et performance de campagne. Alors, par performance, on peut prendre aussi bien awareness que Oui, que de la performance business, en engagement, fait. etc. Donc, je trouve que il y a une capacité, ce que disait Raphaël, en fait, d'aller chercher des publics qui étaient en désamour, on va dire, de l'écran de télévision, qui est intéressante et qui permet justement d'avoir des performances qui sont beaucoup plus homogènes quand on est sur des cibles larges. Donc il y a déjà ce bénéfice-là, qui est un peu générique, mais qui est tout de même très très concret. Voilà. Après, est-ce que c'est performant? Parce qu'on a tout de même des coûts pour ces audiences qui sont supérieurs aux coûts qui étaient ceux de la télévision linéaire à l'époque de sa superbe. De la stack techno. Oui, enfin, Mais... non, c'est pas que un problème de techno. Okay. C'est plus rare, c'est plus ciblé, c'est tarifé comme ça aussi. Enfin, bon, bref, il y a plein d'histoires derrière. Donc il y a ce sujet-là, et après il y a un sujet en fonction des modes de diffusion, de capacité à tracer de bout en bout, qui peut être intéressant. Donc si je suis sur des environnements qui sont plus digitaux, si je suis sur des plateformes qui sont plus connectées, on va pouvoir aller sur des sujets beaucoup plus héroïstes à la digitale, entre guillemets, en traçant de bout en bout les actions. Alors là, mon voisin de droite va me dire un peu dans tes rêves, ce qui est pas faux à ce stade, parce qu'il y a tout de même un vrai sujet de navigation sur son écran de télévision. Alors peut-être que moi je suis très mal dégourdie, ce qui est tout à fait possible, mais tout de même on n'est pas encore équipé super bien pour cliquer en même temps qu'on regarde, mais non, néanmoins tout ça c'est possible, et donc il va y avoir des sujets de mesure de ROI beaucoup plus de bout en bout que précédemment avec de la télévision qui était très héroïste déjà, donc, mais qui nécessitait des modèles d'attribution, des modèles marketing mix modeling qui étaient moins immédiats, on va dire. Merci Anne-Sophie. Est-ce que tu rejoins ce que vient de dire Anne-Sophie, Jean-Baptiste, parce que je te voyais secouer la tête un peu? Non, mais tout ce que dit Anne-Sophie était très juste, mais je vais rajouter que... Non, parce que non, en fait, l'idée, c'est de rajouter des choses nouvelles. Bien sûr. Alors, en étant court, le combine planning, c'est acheter de la télé linéaire et de la VOL, ça existe depuis plus de 20 ans. En fait. Ça nous vient des États-Unis et on l'a vendu aux clients dès que l'audience commençait à se créer sur les plateformes. Donc, la mesure d'efficacité, ne serait-ce que sur aller chercher les non-exposés à mon plan télé, on le fait depuis 20 ans et on le fait avec succès sur un incrément de reach. C'était sur le coup, en fait. C'est-à-dire que, en fait, quand vous commencez à saturer votre plan télé pour aller chercher un point ou deux de couve incrémental, parce que le MMM vous dit qu'il faut mettre tel niveau de budget, parce que ça va augmenter vos ventes de temps, ça coûte très cher en télé parce qu'on va surexposer surtout les gros consos télé. Donc l'idée, c'est d'aller chercher justement les non exposés au plan télé sur ceux qui sont exclusifs aux plateformes. Et il y en a, je vous ai dit, des audiences exclusives, notamment sur Netflix ou sur Prime. Il y a vraiment de l'exclu, des gens qui consomment que ça et qui vont plus du tout sur les broadcasters historiques. Donc ça, c'est un premier niveau de performance. Après, le MMM, qui est un outil un peu lent, hein, c'est 2 ans. Marketing Modeling Mix. Oui, tout à fait. Sachant qu'il y a des enjeux, ils savent pas. Il y a des enjeux complexes, à mon avis, c'est sur le fait qu'on est dans un environnement extrêmement éclaté entre les devices, les environnements web applicatifs, CTV, mobile, et puis il y a quand même un peu de PC et de tablette. Le nombre de chaînes, le nombre de plateformes, entre les FAS, les SVOD, AVOD, BVOD, ça devient très compliqué pour avoir... Enfin, il faut beaucoup de campagnes, sachant que le contact est assez élevé, donc ça fait peu d'impressions publicitaires. Donc la mesure MMM est un sujet complexe. Donc l'idée peut-être, c'est de se dire, à minima, pour contrôler son niveau de reach et de répétition, il faudrait une variable commune qui nous permette de différencier les individus.
parce qu'aujourd'hui, on achète en fait la data de Netflix, la data de BFM, la data en standalone, hein, de la qualification en tout cas, qui est sur une base déclarative des chaînes de télé, enfin des diffuseurs. L'idée, c'est demain de s'assurer que j'ai pas touché 10 fois la même personne, alors que je voulais toucher 3 fois 3 personnes et demie. Le calcul n'est pas tout à fait juste pour arriver à 10, mais vous avez fait la correction. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est très bien d'avoir une audience, et donc Médiamétrie va donner des audiences. Après, on a la possibilité de pouvoir dédupliquer ces audiences. Et il nous faut un ID pour ça. Donc il y a des solutions sur le marché qui poussent d'ID unique. Maintenant, il faut les adopter, il faut que les marques les adoptent. Donc le cookie tiers, c'est terminé. On est sur des environnements d'abord qui sont très peu cookies. Hein. La télé, CTV, il n'y a pas de cookies. Et sur le mobile, il y a un contact sur deux avec du cookie, qui est le web, et encore, bon, enfin, bref. Clairement, le cookie, c'est mort. C'est pas potentiellement mort, c'est mort. Il faut oublier le cookie, c'est plus du tout une variable. Donc, alors, les MMM montrent de l'efficacité. Campagne télé plus VOL, ça améliore le ROI. Le ROI d'une campagne en standalone VOL n'est pas du tout à la hauteur d'une campagne télé linéaire. Les deux ensemble sont très bons. Mais en termes d'efficacité, en tout cas, ce qu'on peut dire, voilà, c'est reach incrémental et efficacité sur le business, mesuré par des MMM, avec cette question quand même de la représentativité des résultats quand on a un éclatement comme ça des audiences de plus en plus, parce que la télé linéaire baisse en audience cumulée, on voit par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, c'est plus du tout les mêmes niveaux, donc c'est une réalité qu'il va falloir compenser. Merci Jean-Baptiste. Alors, on a évoqué le concept, on a évoqué les enjeux, on vient d'évoquer les résultats potentiels, on va dire, autour de cette hyper-distribution. Dernière question, comment vous voyez évoluer ce concept, notamment avec des offres publicitaires associées, Raphaël? J'allais dire que tu es le premier ici à pouvoir nous donner il va falloir être créatif. On utilise même pas, je pense qu'on n'utilise même pas le quart de ce qui est à notre disposition. Avec cette distribution et l'interactivité éventuelle qu'on va pouvoir avoir, on est capable de faire des choses qui sont toutes nouvelles. On est capable de faire des modules publicitaires un peu différents qui sont par exemple des L-shape. Le L-shape, c'est je resize mon image et je fais... Quand j'ai une chaîne d'information qui fait du 24-24 et que je ne veux pas arrêter un direct parce qu'il se passe quelque chose, donc on peut, grâce à toutes ces nouvelles technos, changer cette expérience publicitaire. Juste rappel, le L-shape, c'est avoir un graphique en forme de L sur mon côté gauche de l'écran ou côté droit, enfin plutôt côté gauche d'ailleurs pour faire un L, qui met en avant un annonceur. Hein, c'est beaucoup ça aux États-Unis. Ouais. Voilà. Aux États-Unis, ça se passe partout. Est-ce que c'est interactif avec sa télécommande? On peut le rendre interactif. L'interactivité, elle est possible partout. Alors après, ça va dépendre des marques de télévision, ça va dépendre des versions, etc. Mais en tout cas, on va avoir de plus en plus d'outils. Et si c'est pour faire la même chose demain que ce qu'on faisait hier, c'est un peu dommage. Donc on a tout ça qui va nous permettre d'adresser la bonne publicité. Quand on parle de télévision segmentée, c'était ça. On adresse la bonne publicité à la bonne personne. Et donc on a un meilleur engagement. Donc le futur, il faut qu'il y ait plus de choses. Il faut qu'il y ait une mesure qui soit unifiée. Et il faut des marques. Moi, je suis persuadé qu'il faut des marques médias très très fortes. Puisque quand on est hyper distribué, on est absolument partout. Et donc il faut avoir des IP hyper puissante parce que je dois pouvoir la retrouver partout, hyper reconnaissable. Et moi, je trouve que l'hyperdistribution est une très, très bonne nouvelle pour les broadcasters, pour les diffuseurs, parce que on parle de contenu. Et c'est quand même, à la fin, ce qu'on veut faire. Merci, Raphaël. J'allais dire, Anne-Sophie, tes attentes en termes d'offres publicitaires dans les années à venir par rapport à cette hyper-distribution, ce serait quoi, toi, tes attentes? J'allais dire les attentes des annonceurs pour lesquels tu travailles. Alors, juste pour revenir sur le point de marque média, en fait, c'est marrant parce que je me faisais la remarque en disant que c'est probablement un concept qui allait disparaître au profit des IP. Autant avant, on allumait sa télévision, on allait sur une chaîne, autant maintenant, on va chercher un contenu bien particulier ou se laisser enchanter par le moteur de suggestion, même si on met 20 minutes à choisir son programme. Mais voilà, mais en tout cas, on va venir choisir un contenu et je pense que nous, les agences, on va chercher des solutions publicitaires qui vont permettre de suivre ces contenus sur l'ensemble des supports de diffusion. Ce qui amène un sacré challenge, hein, parce que c'est pas parce qu'on est le créateur du contenu qu'on est forcément son distributeur. Et encore une fois, hein, quand on fait nos métiers, moi, ce qui m'intéresse, c'est les inventaires pubables. Donc, il y a un sujet de comment je fais pour avoir ce contenu
et la pub autour de ce contenu, quel que soit son endroit de diffusion. Et ça, c'est pas gagné là tout de suite. Et le deuxième sujet sur ces offres publicitaires, donc il y a un sujet de format, je suis complètement d'accord, et c'est vrai qu'il y a plein de possibilités à créer, c'est probablement la montée en puissance ou le retour du placement de produits bien fait, parce que justement, à défaut de pouvoir tracer le contenu d'un point de vue publicitaire partout, mettons-nous dans les contenus en fait. Et je pense que ça revient, ou ça va revenir, puisque finalement ce concept n'est pas nouveau, mais ça va revenir parce qu'on va vouloir tracer les audiences qui vont avec ce contenu, et la meilleure façon de les tracer, compte tenu de cette complexité d'hyperdistribution, c'est d'être dans le contenu. Exactement. Est-ce que ça voudrait dire que d'une certaine manière, ton métier, Raphaël, peut évoluer avec, ou se diversifier, on va dire ça comme ça? On parlait d'intégration de produits, placement de produits. Le métier va évoluer. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà ou pas encore? De toute façon, tout le monde à un moment ou à un autre fait du placement de produits. Mais dans le cadre d'opérations spéciales, on va dire souvent. Mais est-ce qu'on fait des choses plus contextualisées, la façon dont ça doit vivre? C'est ce que je dis. Si c'est pour faire la même chose demain que ce qu'on faisait hier, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on fasse même des choses adressables. Le placement de produits, il est aujourd'hui possible. Il est possible de faire du placement de produits segmenté. C'est-à-dire, je vais pas mettre le même produit en fonction de mon audience. On a ces techs-là aujourd'hui. Merci Raphaël. Jean-Baptiste. Juste pour rebondir sur ce sujet, le placement produit, oui. Le truc, c'est que, en fait, techniquement, on sait le faire. Il y a juste que le gros frein, c'est la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que ça reste de l'OPS aujourd'hui. Même si technologiquement, on peut se dire, en temps réel, je peux mettre une bouteille d'Evian, une bouteille de Volvic sur la table en fonction de la personne qui regarde. Ça, on sait le faire. Après, l'auteur, il n'est peut-être pas content. Exact. Et en fait, ça veut dire qu'il faut, pour chaque placement produit de chaque contenu, faire une négo. Et alors là, on rentre dans un temps très, 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 très long. Parce que ça fait quelques... Ou anticiper. Ou produire ou anticiper, comme au début, quand les chaînes de télé mettaient du contenu en replay, il fallait négocier le fait que ça puisse être diffusé en dehors du linéaire. Et donc, il faut que ça soit négocié en amont, effectivement. Donc, à moi, mais ça peut... Amazon avait un produit comme ça sur les étagères avant le Covid même, et ils n'ont jamais sorti, et encore, ils produisent des contenus, mais finalement, le produit n'est jamais sorti. Ça peut revenir. Moi, je dirais, pour l'instant, on a des enjeux pour faire que le levier soit bien contrôlé. Après, la cerise sur le gâteau ou des choses un peu créatives comme ça, c'est pas l'essentiel des campagnes. Et l'interactivité sur la télé, ça fait 20 ans qu'on essaye aussi, ça n'a jamais vraiment marché, ou c'est anecdotique. On se fait plaisir, disons. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais, mais bon, c'est assez limité. Je pense que le sujet, c'est surtout... c'est aussi... c'est des accords annuels, c'est-à-dire avec qui on va négocier. C'est-à-dire qu'un contenu de TF1 distribué sur Netflix, avec qui on négocie le volume annuel. Très bonne question. Ça, c'est une vraie question que je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Qui reste en suspens. Oui, parce que ça dépendra des modèles, des business models, et il y aura peut-être des modèles très différents. En tout cas, ce sera l'occasion certainement d'une autre émission. Et si vous avez des solutions à proposer, je serai ravi de vous recevoir pour les exposer. Mais en tous les cas, merci beaucoup Raphaël. Merci, et je te fais un message particulier, puisque après The Programmatic Society, les studios de RMC BFM, on te l'a fait souvent celle-là ou pas? On me l'a fait là. Donc de RMC, tu vois, c'est l'émotion en fait. De RMC BFM et notamment RMC BFM Ads m'accueille à nouveau pour The TV Society après The Programmatic Society. Donc merci, tu es également partenaire de cette émission. Donc merci pour ta confiance. Merci Anne-Sophie, c'est la première fois qu'on se rencontre. Merci. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. On peut le dire un peu en dernière minute, mais merci pour ta confiance. Et merci Jean-Baptiste pour, j'allais dire, ta récurrence par rapport à tes venues aux émissions précédentes. Et comme toujours, grâce à vous, on apprend beaucoup et c'est l'objectif de cette émission. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. C'est la fin de ce débat autour de l'hyperdistribution et de son impact sur la performance publicitaire TV. The TV Society, une émission Minted, produite par The Society's Media, avec le soutien de RMC BFM Ads. Merci à nos invités et aux équipes techniques et de production de RMC BFM. Retrouvez l'émission sur LinkedIn et en podcast sur toutes les principales plateformes d'écoute.